Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce 90e webinaire Parlons RH. Je suis Manon Consul, Content Manager chez Parlons RH et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Benjamin Clarençon qui est CPO de Bénéfice, CPO c'est-à-dire Chief Product Officer. Bienvenue et bonjour Benjamin. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de rémunération et de comment est-ce qu'on peut donner plus de pouvoir d'achat aux salariés en 2024. Alors, juste avant de te laisser la parole pour que tu puisses te présenter quelques mots sur le sommaire et sur les modalités du webinaire. Donc, ce webinaire durera 45 minutes et sera divisé en 3 grandes parties. Donc, dans un premier temps, on posera un peu le contexte sur les attentes des collaborateurs en 2024 notamment. Dans un deuxième temps, on verra pourquoi la rémunération et le pouvoir d'achat et les avantages sociaux sont importants pour les entreprises et pour les DRH. Et enfin, dans un troisième temps, on verra les solutions à votre disposition. Chacun de ces 3 temps forts sera suivi de moments d'échange avec vous. Donc, n'hésitez pas à utiliser les outils d'interaction à votre disposition. Vous pouvez utiliser le chat pour vous présenter et échanger entre vous tout au long du webinaire. Et si vous avez des questions, en revanche, particulières à poser à Benjamin, je vous invite plutôt à utiliser la boîte à questions qui se trouve juste à côté de l'onglet chat. Je crois que j'ai fait le tour pour le sommaire et les modalités du webinaire. Donc, sans plus attendre, Benjamin, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es et ce que vous faites chez Bénéfice? Ouais, donc je suis Benjamin, j'ai 40 ans, fraîchement. Félicitations. Merci. Je suis marié, j'ai une petite fille, bientôt une deuxième, et professionnellement, j'ai travaillé pendant 12 ans dans le monde de l'assurance. Pas forcément par passion, j'ai jamais rêvé quand j'étais petit de bosser dans l'assurance, hein, je devais faire du trading, mais j'ai pas eu la fibre sur le trading, je trouvais que ça créait pas beaucoup de valeur. Et donc, comme j'ai eu le bon goût de faire ça pendant une crise financière, je suis tombé dans l'assurance parce qu'il y avait que ça qu'embaucher. Voilà, mais je me suis pris au jeu. Donc, j'étais salarié pendant 6 ans. J'ai créé ma propre boutique de conseil pendant 6 ans. Et au terme de ces 2 expériences, j'ai croisé la route de Christophe Triquet, avec qui on a créé Bénéfice, donc début 2020, une semaine avant le premier confinement. Voilà, donc Bénéfice, c'est quoi? C'est, au-delà d'être mon 3e bébé, c'est une plateforme 100% digitale qui va aider les entreprises à souscrire, gérer et valoriser tous les avantages sociaux qu'elles peuvent proposer à leurs collaborateurs, que ce soit des avantages sociaux autour du monde de l'assurance, mutuelle prévoyance, que ce soit des avantages sociaux autour de ce qu'on peut appeler les titres de paiement, titres restaurant, titres cadeaux, culture, CESU, etc. On y reviendra. Que ce soit également les avantages sociaux autour de tout ce qui touche au monde bancaire, donc l'épargne salariale, et également le fait de pouvoir adresser tout ce qui touche à la qualité de vie au travail, donc qui va tourner autour de l'empowerment, du bien-être des collaborateurs. Donc c'est une plateforme tout en un, unique, qui va permettre donc de simplifier la vie aux entreprises, de leur mettre à disposition tous ces dispositifs. Voilà, donc on est 40 aujourd'hui chez Bénéfice, 40 talents qui nous ont rejoints. On y reviendra, on a su les séduire, notamment en leur donnant des avantages sociaux. Voilà, et donc boîte lilloise. Voilà. On a une intention, même si on est full remote. Donc les talents sont répartis partout en France. Ok, super. Et en termes de cible, je vois sur la slide que vous avez plus de 3500 clients. Exactement. Est-ce que tu peux nous dire un peu quel type d'entreprise, quel secteur d'activité, ouais, tout à fait. etc. En fait, la raison d'être de Bénéfice, c'est d'aider les TPE-PME qui n'ont pas, en fait, vous n'avez pas tous eu ou pas un dîner où en fait il y a des salariés qui sont dans des grandes boîtes et en fait ils ont plein d'avantages. Et on se dit, nous on n'a pas tous les mêmes avantages que vous en bossant en TPE-PME. Parce qu'en fait, on n'a pas les personnes. Moi, je le vois, quand on a créé Bénéfice, en fait, on s'occupe de tout. Il n'y a pas forcément de DRH, même dans une TPE-PME, il y a une concentration des fonctions. Et donc, on n'a pas un compenben que peuvent avoir les grands groupes, des gens qui sont chargés au quotidien de s'occuper de tous ces sujets, de faire de la veille, de les mettre en place, de les suivre, de les valoriser. Et en fait, la fonction de Bénéfice, c'est de descendre quelque part cette fonction de compenben de manière digitale. Voilà, les outils prennent le relais quelque part quand on n'a pas la personne en face pour délivrer. Donc, notre cible, c'est les TPE-PME. Donc, on adresse un range de sociétés de 1 collaborateur
la boîte qui se crée, Mhm. jusqu'à 200, puisqu'au-delà de 200, on sait faire, mais on rentre dans des problématiques un petit peu plus de totalement sur mesure. Voilà, il y a d'autres problématiques en jeu. Donc on est vraiment centré sur le 1 à 200 avec un gros cœur de cible sur les boîtes autour de 50 collaborateurs. Ok. Voilà. Ok, super. Dernière question avant de passer à la première partie du webinaire. Vos projets pour l'année ou les années à venir chez Bénéfice, c'est quoi? Tout à fait. Comme on va rapidement en parler, voilà, aujourd'hui on a une plateforme où on propose tout le monde assurantiel, tout le monde des types de paiement et puis le monde de l'épargne salariale. L'objectif cette année, c'est à la fois de compléter cette proposition pour vraiment répondre à la promesse initiale d'adresser tous les bénéfices, donc, y compris ceux qui n'est pas trop le thème aujourd'hui, on en parle rapidement, mais y compris ceux qui ne sont pas pourvoyeurs de pouvoir d'achat en tant que tel, donc plutôt la couche bien-être, et aussi, en même temps, de venir travailler ce sujet qu'on va dérouler aujourd'hui autour du pouvoir d'achat, donc faire en sorte d'aider les entreprises par le conseil qu'on apporte, par les outils, les features qu'on apporte, à donner plus de pouvoir d'achat à leurs collaborateurs, sans forcément dépenser plus, ce qu'on va voir, mais voilà, de leur donner les outils pour qu'au bout du bout, le salarié puisse avoir plus de sous dans la poche. Super, merci beaucoup Benjamin pour cette présentation. Tout de suite, je vous propose de passer à la première partie du webinaire. Donc, dans cette partie, on va essayer de donner un petit peu de contexte. C'est vrai que on est un peu dans un contexte multicrise, sanitaire, économique, social, etc. Et du coup, vous êtes chez Bénéfice, vous êtes demandé via une étude que vous avez menée avec OpinionWay, quelles sont les attentes des collaborateurs en 2023 et en 2024, puisque c'est la suite logique. Donc, il s'avère que le pouvoir d'achat semble être la priorité des salariés. Est-ce que tu peux nous en dire plus? On avait un petit peu cette intuition, mais on s'est dit c'est toujours mieux de baquer ça avec des gens dont c'est le métier de faire un sondage. On a fait une étude. Et effectivement, ce qui ressort, mais ce qui n'est pas une grande surprise, c'est que le sujet du pouvoir d'achat est un sujet particulièrement important, prégnant pour les salariés. Tu l'as dit, dans un contexte d'inflation. Et puis au bout du bout, on se rend compte que, bien entendu, il faut avoir du sens dans le travail qu'on fait, du plaisir, c'est une valeur qu'on a et qu'on revendique et qu'on expose à nos salariés, mais on ne travaille pas, sauf ceux qui le font, mais de manière bénévole. Donc voilà, il y a besoin d'être rémunéré pour son travail, on en a besoin pour le quotidien, donc le pouvoir d'achat est hyper important dans un contexte d'inflation à 6%. Et voilà, donc de manière là encore non surprenante, une grande majorité, 90% des salariés estiment qu'ils méritent une augmentation, eu égard à ce qu'ils ont pu faire, mais aussi par besoin, et dans un contexte où ils ont été assez déçus de ce qu'ils ont pu avoir, l'année d'avant. Donc plus des 2 tiers s'estiment déçus. Donc souvent il y a ce côté-là, c'est de se dire ok, j'ai accepté pour tout un tas de raisons. On peut sortir du Covid et aussi c'est ce qu'on rappellera, c'est que finalement il faut arriver à sortir de un peu de cette dichotomie entre soit le méchant patron qui ne veut pas partager la valeur, soit le méchant salarié qui ne comprend pas qu'on ne peut pas l'augmenter jusqu'au plafond. Il y a des solutions pour quelque part asseoir ce dialogue social. Mais voilà, on sort d'une période, on est dans une période qui est instable, donc il peut arriver que des employeurs n'augmentent pas suffisamment. Et donc de fait, quand vous n'avez pas été augmenté une année, le sujet revient sur la table de manière un peu plus forte. Donc c'est pour ça que voilà, on a plus des 2 tiers qui sont en attente d'une augmentation. Et forcément, quand votre employeur ne vous envoie pas les signaux positifs, parmi lesquels il y a la rémunération, ça a une incidence sur votre impact au travail. Et nous, ce qu'on dit et qu'on redit, c'est que la première richesse d'une entreprise, ce sont les collaborateurs. Donc des collaborateurs qui ne sont pas impliqués, c'est une force de frappe qui est diminuée. Et donc en fait, c'est l'entreprise qui va moins vite que ce qu'elle pourrait faire. Donc on a tous intérêt, en tout cas en tant que chef d'entreprise, en tant que DRH, à faire en sorte que tous nos talents soient pleinement investis, pleinement impliqués, tout en ayant, et c'est ce qu'on voit juste après, tout en ayant conscience que le budget n'est pas infini et qu'on vit dans un monde qui est contraint, budgétaire, comme on a un budget personnel, les entreprises ont un budget. Et donc en fait, voilà, on peut pas faire ce qu'on veut. Et c'est un peu tout le paradoxe qu'on pose là, c'est qu'il y a une très très forte attente. Le sujet, il est connu de tous. Il n'y a pas besoin d'attendre une étude faite par Bénéfice pour s'en rendre compte.
Et pourtant, ces dispositifs qu'on va voir par la suite, les dispositifs d'avantages sociaux qui nous sont chers, sont très très peu connus, exploités, mis en place. Un exemple qu'on tirera, c'est que l'épargne salariale, par exemple, on a 17%, c'est encore plus faible sur plus la boîte, moins la boîte à salariés, passer le côté de monsieur, madame, qui ont une entreprise et qui mettent de l'épargne salariale, voilà, pour défiscaliser. Si on sort de ce contexte-là, on est très très peu équipé dans les entreprises. Donc finalement, l'entreprise va venir équiper sur ce qui est obligatoire. C'est là où il y a un levier sur l'assurance. Mais tout ce qui n'est pas obligatoire, bon, oui, je sais que ça existe, je le fais pas. C'est compliqué. J'en parlais encore hier avec un de nos prospects. Ça évolue tellement vite que voilà, je suis pas au courant. Et donc en fait, il y a une crainte à y aller. Et donc c'est pour ça aussi qu'on a fait bénéfice, c'est pour aussi apporter tout cet accompagnement, sécuriser le client. Donc on est sur un vrai paradoxe où on a un besoin, une attente très forte. Quelque part, quand on est RH aujourd'hui, en 2024, on doit augmenter ses salariés. Mais finalement, on a un super dispositif qui est assez peu exploité. Et c'est un peu ce qu'on va dérouler, c'est vous montrer dans quelle mesure ce dispositif peut être un petit peu plus utilisé. Donc, pour résumer, les salariés veulent une meilleure rémunération. Et souvent, quand on parle de rémunération, on pense tout de suite au salaire, sans prendre forcément en compte les avantages sociaux. Et juste avant de passer à la partie suivante, est-ce que tu peux juste nous donner rapidement quelques... parce que tu vois, quand on pense avantages sociaux, on va penser titre restaurant mutuel, globalement, mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Et ce qu'on ne sait pas, effectivement, c'est un très bon point. Alors, deux choses. La première, pour rebondir sur ce que tu disais, moi, ce que je dis souvent, c'est trop simple et c'est trop bête de tout donner en salaire. Alors, ça fait beaucoup rire, mais il y a une grande part de vrai derrière. Finalement, il y a une forme de je me dédouane en donnant du salaire, et on va le voir après, le salaire n'est pas efficace. Passer à un certain niveau qui permet aux gens de vivre, mais le salaire perd en efficacité. Et donc, voilà, il y a des dispositifs qui existent à côté qui sont plus efficaces et qui nécessitent juste de trouver le bon acteur, d'y passer un petit peu de temps pour donner plus de pouvoir d'achat. C'est quoi les dispositifs en question? Alors, il y a mutuelle prévoyance, mais qui sont plus dans le domaine du bien-être. Voilà, mais par exemple, on a le titre restaurant où on peut donner finalement jusqu'à 6,91 € par jour aux collaborateurs, donc ça fait au bout du bout quasiment 1 500 € qu'on peut donner. On peut donner des CESU, c'est 2 300 € par an. On peut rembourser la culture, c'est illimité. On peut rembourser, c'est mon chouchou, les frais de télétravail. C'est-à-dire que vous pouvez, en tant qu'employeur, rembourser pour un salarié qui travaille la quote-part de chez lui, un quote-part, rembourser ses factures d'électricité, vous pouvez rembourser son loyer. Donc là, les montants commencent un petit peu à chiffrer. Donc il y a tous ces titres de paiement qui sont la mobilité, que vous pouvez prendre en charge jusqu'à 800 €. Donc quand on met tout ça bout à bout, nous, c'est ce qu'on a fait, on en parlera dans une cagnotte qui regroupe tous ces avantages sociaux. Vous pouvez monter à 8 000, 9 000, 10 000 € que vous donnez. On parle pas de cacahuètes. C'est pas le petit plus qui fait que... non, mais c'est vrai, c'est que souvent, on se dit, le titre restaurant, ok, c'est le petit, on change pas, on m'avait dit, on change pas de boîte pour du titre restaurant et la mutuelle, c'est vrai. Par contre, et nous, c'est ce qu'on fait, si je mets 5 000 €, 6 000 € sur la table totalement défiscalisée, là, on commence à parler. L'épargne salariale, l'intéressement, vous pouvez donner jusqu'à 20% de la rémunération en plus. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui refuse un bonus de 20%. Donc, on parle de vrai argent, de vrai montant, et donc on a un vrai levier. En fait, c'est ça que je veux dire par rapport au salaire. Voilà, c'est pas juste les petits à côté. Tout l'enjeu, c'est d'arriver à faire que ces dispositifs, qui sont des dispositifs fléchés, et ben en fait, on arrive à les déployer selon les attentes, l'usage des collaborateurs, pour faire en sorte que dans l'usage, on les rapproche le plus possible du salaire. Le salaire, le seul intérêt qu'il a, outre des considérations sociales, sociétales, on a un salaire, on peut emprunter, bon, très bien. Mais le salaire, l'intérêt qu'il a, c'est qu'il tombe sur le compte en banque et que je peux donc le dépenser comme je veux. L'objectif, c'est d'arriver à déployer des dispositifs qui font que le salarié va pouvoir le dépenser sur des dépenses vraiment must-have et pas d'aller acheter pour la 15e fois un casque audio parce qu'il faut aller dépenser ce chèque cadeau dont on ne sait que faire en fin d'année. Merci beaucoup Benjamin pour cette première partie. Alors, pour l'instant, on n'a qu'une question qui est de Camille, donc je te propose qu'on la prenne si ça te va. Donc Camille, Bernard qui te demande, avez-vous vocation à faire rentrer d'autres avantages? Ouais, tout à fait. Donc aujourd'hui, on fait mutuelle prévoyance, une cagnotte flex qui regroupe tous les avantages, titres de paiement, donc restauration, cadeaux, culture, mobilité, remote, donc au sein du même endroit.
L'épargne salariale qu'on a déployée sur le volet plutôt intéressement, quelque chose qui est non obligatoire, qu'on incite à mettre en place, on incite les entreprises à le mettre en place. Donc on va continuer à déployer la partie épargne salariale autour de tout ce qui est participation, abondement, etc. Même si c'est pas notre cœur de cible, on va aussi, parce qu'on est plutôt sur des boîtes jeunes, ce que j'ai pas rappelé au début, mais on adresse toutes les boîtes, hein. Il n'y a pas de sectarisme là-dessus, mais voilà, par notre positionnement, par aussi l'ADN, le côté digital, on va dire qu'on attire plutôt des boîtes jeunes. Et jeunes, c'est moins de 40 ans, donc je m'exclus des jeunes. Mais voilà, donc on va quand même venir adresser tout ce qui est retraite, épargne retraite aussi, parce que c'est très très adhérent à l'épargne salariale et que là encore, dans ce que je disais, finalement, il peut y avoir dans des boîtes des personas qu'on veut venir attirer, motiver, fidéliser, qui ont plus de 40 ans. On a le droit, et donc ça peut être intéressant. Et après, il y a tout ce qui va tourner autour de la qualité de vie au travail, où là, c'est pas certain qu'on les internalise, parce que ce que j'ai pas dit, hein, c'est qu'on n'est pas juste un hub, on gère vraiment de A à Z, c'est-à-dire que moi, ma solution de titre restaurant est flexible, c'est ma propre solution, je suis agréé auprès de la commission qui gère tout ça, donc c'est ma solution. La mutuelle, c'est ma solution. Il y a un assureur derrière, mais c'est moi qui gère au quotidien, c'est mes équipes, si vous venez chez moi, qui vont gérer. Les autres avantages sociaux qu'on va mettre sur la plateforme, je pense qu'on va créer des partenariats, parce que ça sera un petit peu plus loin de notre cœur business. Je vais pas créer des places en crèche. Donc voilà, mais typiquement, voilà, des places en crèche, tout ce qui est autour de la formation. Il y a aussi, on a commencé, on a fait une petite saillie dans le monde de la QVT avec tout ce qui est autour de la santé mentale, mais qui est très adhérent à la partie mutuelle. On va aller un petit peu plus loin, on peut aller sur du coaching diététique, voilà, toutes ces choses-là, pour vraiment que l'entreprise se dise, moi je veux qu'on soit un peu les Galeries Lafayette des avantages sociaux et que finalement RH se dise, ok, il y a tout chez Benefits, ou tiens, qu'est-ce que je pourrais mettre en place qui existe. Merci beaucoup, Benjamin, pour ta réponse, et merci également à Camille pour votre question. Je propose de passer à la deuxième partie. Donc, on a vu dans la première les attentes des collaborateurs qui voulaient plus de pouvoir d'achat. Et du coup, pour les entreprises, qu'est-ce que ça donne ? Exactement. Donc, on l'a vu, un premier item, c'est le sujet, c'est les priorités de pouvoir d'achat pour les RH. Mais en face, on l'a un petit peu évoqué, l'entreprise, on sort du Covid. Moi, je dis souvent, voilà une boîte qui, pendant le Covid, a bataillé pour pas mettre la clé sous la porte. C'est très, très compliqué d'aller donner des augmentations en lien avec l'inflation comme ça. C'est pas automatique. C'est un peu comme les antibiotiques, les augmentations. C'est, voilà, on peut pas se dire on met plus 6, plus 7 comme ça. Même si le salarié est légitime pour le demander, lui, il subit de plein fouet l'inflation, il considère avoir bien travaillé. Donc, voilà. Donc on est vraiment dans ce paradoxe-là. Et finalement, le salaire n'est pas la solution. Il n'y a qu'une seule solution, ce sont, à notre sens, les avantages sociaux. Et c'est ce qu'on voit juste après, qu'on peut dérouler, qui est l'efficacité de ces dispositifs. On est vraiment sur des dispositifs qui sont bien plus efficaces que le salaire, à une condition, c'est vraiment l'usage. C'est-à-dire que, voilà, je vais revenir dessus, mais votre titre restaurant, vous ne pouvez pas le revendre sur eBay. Donc, en fait, c'est... Parmi les acteurs, on dit c'est une monnaie de singe parce que c'est pas des vrais euros techniquement. On en fait des vrais euros quand on va au restaurant, on a le sentiment d'être remboursé, mais moi je cite souvent l'exemple du petit génie chez nous qui a développé toute la partie titre restaurant tout seul. On a des titres restaurants chez Benefits et son solde à la fin de l'année était de 1 000 euros. Donc moi en tant qu'employeur, je me dis j'ai un salarié que je veux bien entendu garder, motiver, fidéliser, et en fait je lui donne quelque chose, je paye des euros qui n'utilisent pas. Donc en fait, c'est des euros poubelles. Et c'est souvent ce qu'on voit, en fait, c'est souvent le reproche qui est fait aux avantages sociaux, et ça nous fait un peu enrager avec Christophe quand on voit ça parfois sur des offres d'emploi, en se disant, il y a le salaire, et puis il y a avantages sociaux. Quand il y a 20% d'intéressement, quand il y a 5 000 euros de cagnotte, c'est pas des cacahuètes. Donc voilà, et vraiment le but, c'est de se dire que ces dispositifs-là, il y a de l'argent qui est dépensé, et il y a une valorisation qui est quasiment nulle aujourd'hui de ces avantages sociaux. Alors, qui est un petit peu en train de bouger, on espère qu'on peut y contribuer. Et voilà, c'est de se dire, on doit coller aux attentes des salariés et donner les bons avantages sociaux aux bons salariés, sachant que c'est contraint, parce que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, donner, tiens, je donne de la mutuelle à l'un et puis je donne de l'épargne salariale à l'autre, pour garantir le côté tax efficient, défiscaliser ces dispositifs, il faut donner un peu la même chose à tout le monde. Mais voilà, on est sur des dispositifs qui sont particulièrement efficaces et qu'il faut arriver à déployer, mais qu'il faut arriver à déployer intelligemment. Et voilà. Et donc en chiffres, on peut passer
voilà, au coup d'après. Concrètement, ça veut dire quoi? Vous prenez un cadre moyen dans une entreprise, quand vous faites une augmentation, quand vous dépensez en tant qu'employeur 100 euros, vous dépensez à peu près, ça correspond à 70 euros de salaire brut, votre salarié à l'arrivée, avec un taux marginal d'imposition à 30%, va toucher 40 euros dans sa poche. Donc c'est vraiment ça qu'il faut se dire, c'est que quand vous dépensez 100 euros dans une augmentation, le salarié au bout du bout, il a 40 euros dans la poche. Alors la mutuelle est un peu particulière parce qu'on touche aussi un petit peu à la qualité de vie, mais la mutuelle, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous dépensez 100 euros en mutuelle, si elle est utilisée, donc si le salarié quelque part va consommer autant que vous payez de cotisation, par la défiscalisation, il va à peu près récupérer 65 euros dans la poche. Mais ceux qui sont très intéressants en termes de pouvoir d'achat, c'est surtout l'épargne salariale et les titres de paiement. L'épargne salariale, quand vous donnez 100 euros en épargne salariale, votre salarié, à partir du moment où il place l'argent, il a 90 euros dans la poche. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est que même s'il décide de percevoir son épargne salariale, ce qu'on peut faire, il a 65 euros dans la poche. Donc en fait, l'épargne salariale, c'est mon deuxième petit chouchou, c'est en tant qu'employeur, vous dépensez 100, ça vous coûte 100 et pas 142. Et puis votre salarié, quand lui il reçoit 100 euros, donc d'un côté il reçoit 100 euros en salaire, de l'autre côté il reçoit 100 euros en épargne salariale, et ben en fait ces 100 euros d'épargne salariale, s'il décide de les percevoir, c'est comme s'il avait reçu 115 euros en salaire. Et ça a le même goût que le salaire, puisqu'il décide de le percevoir, donc il a sur son compte en banque. Possibilité de le percevoir tous les trimestres, si c'est mis en place comme ça. C'est ce qu'on fait chez nous. Donc on est sur un vrai bonus collectif qui a le même goût que le salaire et qui a le bon goût d'être plus efficace que le salaire. Donc, souvent en rendez-vous, je dis il n'y a aucune raison, quand vous avez moins de 200 collaborateurs, de ne pas mettre en place de l'épargne salariale. Les titres de paiement, c'est encore plus fort. C'est quand vous dépensez 100 euros, il y a 100 euros qui va dans la poche de votre collaborateur. Ils sont fléchés. Donc effectivement, vous donnez 100 euros, c'était mon cas, vous donnez 100 euros en restauration, il faut que le salarié l'utilise. Et c'est pour ça que nous, on a créé une cagnotte où il y a tout au même endroit et le salarié peut dépenser indistinctement en restauration, en culture, comme il veut, selon son usage. Voilà, moi je vais le dépenser en restauration, toi Manon tu vas le dépenser en restauration aussi. En restauration aussi, ou en culture, j'allais dire. Voilà, mais on peut dire culture pour... qui est illimité. Voilà, donc et finalement ça fait que on en crée des vrais euros pour le salarié et pas des euros où on dit ah bah oui tiens j'ai ça, il faut que je le dépense et ça fait pas plaisir. Donc soit sur des dépenses obligatoires, soit sur des dépenses qui font vraiment plaisir et pas des dépenses voilà nice to have qu'on pourrait avoir. Donc on est sur des, c'est pas neutre, hein, vous voyez la différence par rapport à du salaire, on est sur des coefs, c'est 2,5 fois plus efficace que du salaire. Alors je dis pas, hein, je suis pas un extrémiste du bon salaire, mais je dis juste, et on verra dans un des cas d'usage qu'on a, que quand on veut faire une augmentation, il faut quand même se poser la question de, en tout cas avoir ce réflexe de dire, oulala, le tout salaire est peut-être une grande bêtise, sûrement une grande bêtise, et je peux faire un savant mix, trouver le savant mix, salaire, avantages sociaux pour coller au plus proche des attentes de mes salariés et leur donner plus de pouvoir d'achat. Merci Benjamin. Alors on va passer aux questions, mais juste avant de prendre les questions de l'audience, moi j'ai une petite question parce que tout à l'heure tu disais que les avantages sociaux ils n'étaient pas encore suffisamment développés dans les TPE et les PME, mais plutôt dans les grandes entreprises. Est-ce que selon toi c'est qu'une question de budget ou il y a d'autres leviers? Je pense qu'il y a vraiment une question de temps et une question de conscience que ça existe. Voilà, on commence, nous on l'a fait, c'était notre cœur business, donc on l'a fait chez Bénéfice au début, mais une boîte qui se crée se dit qu'est-ce que j'ai l'obligation de faire? J'ai l'obligation d'avoir un outil pour ma paye, j'ai l'obligation de faire de la compta, et je suis obligé de fournir une mutuelle et une prévoyance à mes salariés. Voilà, basta, souvent ça passe par le comptable, c'est fait, et on verra après. Voilà, et on verra après, souvent, comme beaucoup de choses qu'on peut faire à titre personnel, on verra après, on le fait pas. Oui. Et on oublie un peu, et puis tiens, on se dit tiens, après je vais mettre peut-être du titre restaurant qui est plutôt connu, lui, qui est le plus, voilà, la restauration et le cadeau, c'est les deux dispositifs les plus déployés aujourd'hui, mais ça reste très léger. Alors là, on a entendu parler de partage de la valeur, donc on commence à se dire oulala, si j'ai entre 11 et 50 salariés, j'ai une obligation, les gens vont se renseigner. Voilà, donc ça va créer un petit appel d'air, mais c'est plutôt par un mélange de manque de temps, de conscience et la peur de se dire non mais comment ça se met en place, combien je peux mettre, voilà. C'est plutôt ça qui fait que et les personnes qui s'en chargent. Enfin, le manque de temps est associé à la personne qui s'en charge, puisque comme il n'y a pas une personne dédiée, il n'y a pas forcément le temps de le faire.
Ok, merci beaucoup pour ta réponse. Alors, on a plusieurs questions. Tout d'abord, il y a deux questions qui sur le même sujet après, donc on va essayer de les regrouper. C'est les questions de Vulcain et de Camille au sujet de la cagnotte dont tu parlais tout à l'heure. Comment est-ce que ça fonctionne concrètement? Comment est-ce qu'on le met en place? En fait, vous rechargez un montant et après derrière, c'est pas dispatché par rapport à la question, c'est le salarié, il a un montant comme un compte bancaire et il peut venir le dépenser comme il le souhaite selon ses avantages sociaux. Et comment ça marche? C'est tout l'objet de l'ingénierie qu'on a faite. On a sécurisé juridiquement ce fonctionnement. Alors, je suis pas là pour faire la promo de ce qu'on a fait, mais en tout cas, sachez que c'est totalement sécurisé. C'est fait avec nos avocats qui nous ont accompagnés aussi, qui sont un peu les pontes des avantages sociaux en France. Et donc, tout ce mécanisme-là, en fait, il est 100% compatible juridiquement. Voilà, on est à la fois une boîte tech, mais on est aussi ce qu'on dit une RegTech. Hein, on s'assure de l'accompagnement réglementaire. Un peu en lien avec ce que je disais au début, et puis ta question juste avant, c'est ok, tout ça évolue, j'ai peur de faire une bêtise et j'ai peur de ne pas être dans les clous. Voilà, nous, on vous garantit la conformité juridique. Vous venez chez nous, il n'y a pas de problème. Le dispositif il est totalement carré. Comme si vous mettez votre mutuelle chez nous, vous êtes sûr que vous respectez vos minimums conventionnels, etc. C'est totalement baqué. Et c'est l'objet de l'innovation, et c'est pour ça que j'en parle, que je suis content parce qu'on a fait un gros boulot là-dessus, et que l'intérêt vraiment, c'est de se dire que là, chaque salarié peut vraiment le dépenser comme il l'entend. Merci beaucoup. Je sors un peu du thème pour répondre à une question plus logistique de Christine qui demande si la présentation sera disponible. Elle sera téléchargeable à la fin du webinaire et le replay sera aussi disponible juste après le webinaire. Alors, on a une question de Barbara Barr qui te demande « Avez-vous aussi des conseils pour les avantages de rémunération des dirigeants en plus de celles des salariés ?» Aujourd'hui, on fait essentiellement les salariés. Après, ce que je n'ai pas précisé, c'est que bénéfices, les produits bénéfices, on les distribue nous-mêmes. Moi, j'ai des équipes commerciales qui les vendent, mais on a aussi un gros réseau de courtiers partenaires, puisqu'il faut savoir que, notamment, la partie assurantielle est essentiellement courtée en France. Hein, c'est le courtier de proximité qui a la confiance de ses clients et que finalement, si bénéfice ne le propose pas, donc la réponse à votre question, c'est non pour tout ce qui est TNS, je ne le propose pas. Dès lors que vous êtes salarié, vous pouvez bénéficier des mêmes avantages. Mais si vous êtes TNS et que vous passez par un de nos courtiers partenaires, il peut vous trouver une solution. C'est aussi l'intérêt d'avoir ces professionnels qui nous accompagnent, c'est qu'ils peuvent vous accompagner sur des dimensions que le bénéfice ne porte pas, et notamment cette partie auprès des dirigeants. Merci beaucoup pour ta réponse. Alors après, on a plusieurs autres questions. Par exemple, Elodie qui demande, c'est une formule qui peut fonctionner pour des employeurs de 2 à 10 salariés max. Est-ce une formule intéressante et possible pour eux? Ça fonctionne. Alors nous, notre cible, c'est de 1 à 200. Mais potentiellement, c'est une formule, tout ce que je vous présente là, qui va marcher de 1 à 1000. Il y a une petite limite, 1 à 1000, 1 à 2000, 1 à 3000. C'est juste que nous, on ne fait pas forcément ce type d'entreprise. Mais on va dire techniquement, il n'y a pas de limite. La seule limite, elle est sur l'épargne salariale où au-delà de 250 collaborateurs, vous devez payer, quand vous êtes employeur, ce qu'on appelle un petit forfait social. Donc plutôt que, quand je vous disais, vous dépensez 100, vous donnez 100, ça vous coûte 100. Donc, si vous dépassez 250 collaborateurs, vous voulez donner 100, ça vous coûte 120. Ouais, côté 1, c'est un petit peu moins défiscalisé. Mais voilà. Et après, derrière, quand vous dépensez 50 collaborateurs et que vous faites des bénéfices, il y a la participation qui rentre en jeu. Donc, il y a d'autres obligations parfois, mais le schéma global reste le même. Et le fait, ce qu'on va voir après, le fait de pouvoir agir pour le pouvoir d'achat de vos collaborateurs, il n'y a pas de limite. Donc, ça commence à un collaborateur et il n'y a quelque part pas de limite. Il y a juste les dispositifs qui peuvent, aux entournures, être un petit peu modifiés. Et le discours global reste le même. Merci Elodie pour votre question. Allez, on prend une toute dernière question et avant de passer à la troisième partie, c'est une question de Pascaline qui demande quelle différence avec les avantages mis en place par les comités d'entreprise? Alors, c'est une bonne question. Il y en a plusieurs. Il y a effectivement certains avantages sociaux qui peuvent être mis par le comité d'entreprise et c'est d'ailleurs une des limites. C'est-à-dire que quand vous dépassez 50 collaborateurs, que vous avez un comité d'entreprise qui a un budget pour ça, sur certains avantages sociaux, par exemple le cadeau, quand vous êtes un chef d'entreprise, vous ne pouvez pas le mettre en place vous-même. Vous devez demander au comité d'entreprise soit de le prendre à sa charge, soit de vous donner une dérogation pour le faire. En fait, c'est une question de budget.
C'est-à-dire que si, en tant que chef d'entreprise, vous donnez votre budget à votre CE, bah, effectivement, le CE peut le dépenser. C'est pour ça que je disais que nous, on avait un cœur de cible plutôt autour des boîtes de moins de 50, parce qu'en fait, on s'adresse plutôt aux chefs d'entreprise, on s'adresse plutôt aux RH, aux office managers, plutôt qu'aux CE. Il y a des boîtes qui s'adressent plutôt aux CE. Voilà, donc après, la plateforme, elle est compatible pour que les CE puissent la voir. On pitch parfois, souvent, devant des CE, mais au bout du bout, c'est des CE qui, on va dire, ont travaillé main dans la main avec le chef d'entreprise et qui ont du budget ou pas de budget. Et souvent, au final, c'est le chef d'entreprise qui décide. Quand vous avez un CE en pleine autonomie, nous, c'est pas forcément la cible. Après, là encore, si on prend le webinaire d'aujourd'hui, le sujet des avantages sociaux, finalement, tout ce concept et ce côté de se dire que c'est plus efficace que du salaire et qu'en fait, il faut travailler l'usage et mettre en place les bons dispositifs, c'est pas juste l'apanage du chef d'entreprise ou du DRH. Le CE, le CSE peut se poser les mêmes questions et avoir les mêmes outils. C'est juste que nous, nos outils qui permettent de faire ça, ils sont plutôt à destination des chefs d'entreprise et des DRH. Merci beaucoup. Alors, dans cette troisième et dernière partie, d'ailleurs, l'idée, c'est de voir un petit peu les solutions qui peuvent être mises en place. Et pour ça, Benjamin, je crois que tu as 3 cas d'usage à nous présenter selon la situation dans laquelle se trouve l'entreprise. C'est des vrais cas, des histoires vraies. Hein. Je ne nommerai pas les clients, sauf le dernier, puisque c'est nous. Mais donc, ce que je dis souvent, c'est les avantages sociaux, cette réflexion-là. En fait, il y a 2 grands cas. Et le premier cas, c'est de dire, c'est pas juste le problème des autres, ou c'est pas juste le sujet de ceux qui ont de l'argent et qui peuvent dépenser de l'argent. C'est pas inflationniste, et c'est pas que quand on a du budget qu'on peut le faire. C'est comme un budget individuel. Quand vous, à la fin du mois, vous avez un peu trop dépensé, vous êtes dans le rouge, vous regardez, vous dites, OK, est-ce que ce que j'ai dépensé, c'était parfois pas dispensable? Comment est-ce que je peux réallouer mon budget? Voilà, et de la même manière, quand vous êtes chef d'entreprise, vous vous dites, OK, est-ce que mon budget, notamment celui que je dépense autour de la rémunération, est-ce que mon budget, il est correctement dépensé? Et je parle à budget équivalent. Et c'est là le premier cas d'usage, c'est qu'on peut travailler à budget équivalent pour faire en sorte de donner plus de pouvoir d'achat aux collaborateurs. Et comment ça se passe? C'est l'exemple qu'on a là, où en fait on avait un client qui avait, et ça, alors j'insiste, c'est peut-être au-delà de la qualité des personnes qu'on a dans l'entreprise, c'est je pense l'angle principal, notre avantage principal, c'est que comme on fait tous les bénéfices, on peut vous donner un conseil indépendant sur comment allouer l'argent. Et ce conseil indépendant peut prendre la forme de vous dire, baissez votre couverture mutuelle. Quand vous avez 30 ans, moi quand j'avais 25 ans de moyenne d'âge dans des boîtes jeunes, moi quand j'avais 20 ans, ma carte vitale était démonétisée et mon employeur de l'époque me payait 100% de ma mutuelle. Donc on re-rentre dans un cas où j'ai un cadeau qui finalement coûte une fortune à mon employeur et moi mon usage c'est 0. Il va me donner 150 € par mois et donc à la fin de l'année, moi c'est 0. Je préfère dire donne-moi 100 €, 200 € autrement. Finalement, ça serait gagnant-gagnant. Pareil pour la prévoyance. Hein, je dis quand vous avez 25 ou 30 ans, d'avoir, si vous décédez, s'il faut votre capital décès, ça va partir à l'État ou à vos parents. Est-ce qu'ils en ont vraiment besoin? Et donc en fait, nous, ce qu'on propose, c'est de dire, vous pouvez baisser, dans certains cas, vos couvertures. On va aussi travailler assez finement pour dire, est-ce que cette couverture-là, elle est vraiment... La mutuelle est particulière, parce que la mutuelle, personne ne comprend rien. C'est un sujet, enfin objectivement, là, on est en février, on parle de mutuelle, tout le monde s'en fiche. Personne n'y comprend rien, on voit des pourcentages et on se dit, ah oui, alors vous me faites passer de 400% à 200%, c'est moins bien. Bah non. Et c'est ça, nous, le conseil qu'on apporte, c'est de dire, bah non, parce que vous habitez là et qu'en fait, le médecin ici ou le kiné ici, ça suffit. Et je dis pas que ça suffit avec un jugement, c'est de dire, vous serez remboursé en totalité dans ce cas-là. Donc, c'est ce conseil-là qu'on vous apporte, de pouvoir enlever un peu de gras sur certaines garanties. Sur la prévoyance aussi de baisser, donc ça c'est un cas qu'on a fait sur un client où ce qu'on lui a fait gagner, on l'a réinjecté totalement dans la cagnotte. Et en fait, qu'est-ce qu'on constate à l'arrivée? C'est que la couverture santé est la même que ce qu'il avait avant. La prévoyance sur le décès, on l'a baissé, mais on y reviendra, on l'a baissé. Et par contre, derrière, les salariés, ils ont 500 € de pouvoir d'achat en plus à l'année. Et donc finalement, quand je disais, c'est aussi ça le dialogue social, bah moi je suis très à l'aise en tant qu'employeur d'aller dire à mes salariés, est-ce que ça vous va si on baisse votre capital d'essai et que vous avez 500 € net dans la poche tous les ans? Voilà, on en discute.
c'est un petit peu comme la présentation qu'on avait faite précédemment. L'étude, c'est que voilà, la réponse, elle est assez évidente et c'est oui. Et c'est là où on peut agir. Vous voyez, à budget équivalent, j'ai donné 500 € de pouvoir d'achat, donc je dis, ça ne demande pas de l'argent, ça demande juste de la volonté, un petit peu de temps et un tout petit peu, parce que si vous passez par nous, on vous aide, on vous fait un audit gratuit, on vous accompagne. C'est un tout petit peu de temps. La mise en place est très simple. Pour voilà, derrière un effet qui n'est pas neutre. Dans un contexte où moi j'ai plein de boîtes qui me disent je ne peux pas augmenter, c'est compliqué. Bah, tu ne peux pas augmenter, mais si tu donnes 500 € à tes salariés, il y a une forme d'augmentation, plus qu'une forme. Tu vas donner un équivalent de salaire de 1 000 €, 1 200 €, c'est pas rien. Voilà, donc ce premier cas, il est hyper important. Et le pouvoir d'achat, ce cas-là, bien gérer son budget, le gérer de manière optimale, c'est un sujet qui est là tout au long de l'année. Et juste pour finir, là je présente un peu en moyenne. Nous aussi, ce qu'on essaie de vous apporter, c'est il peut y avoir, voilà, nous aujourd'hui autour de la table, on va tous avoir par rapport à ces avantages sociaux des attentes différentes. Et c'est aussi important d'avoir cette vue moyenne. Quand on donne plus, on ne se pose pas cette question et on se dit c'est bien en moyenne, mais c'est aussi, nous, ce qu'on essaie d'apporter, c'est une vue par ce qu'on appelle par persona. Et donc, c'est de se dire, voilà, les femmes dans mon entreprise, j'ai un déficit de femmes, comment est-ce que je peux attirer et fidéliser les femmes dans mon entreprise? Qu'est-ce qu'elles attendent? Qu'est-ce qu'elles consomment? Et donc, d'agir sur les avantages sociaux qu'ils attendent. J'ai un déficit de jeunes, comment est-ce que je vais attirer, fidéliser les jeunes? Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils consomment? Voilà. Donc, il y a la vue moyenne, qui a tous ses avantages, mais également tous ses inconvénients. Et il y a aussi cette vue par persona, qui est importante et qui impose derrière des choix un petit peu plus différents, radicalement différents, mais qui, pour moi, est un axe intéressant. Deuxième cas d'usage. Alors, deuxième cas, c'est, voilà, là, vous avez de l'argent, donc vous pouvez augmenter vos salariés. Vous le retrouverez, on vous poussera, on a un petit simulateur qui vous permet de voir un peu ce que vous pouvez faire par rapport à des augmentes. Mais c'est simplement pour voilà, venir avec des chiffres, asseoir le propos de ne faites pas l'erreur de tout donner en salaire quand vous faites une augmentation. Quand voilà, sur un salarié, on a pris un exemple, sur un salaire de 40 000 €, vous donnez 5% d'augmentation. Au bout du bout, votre collaborateur, il va avoir 1 100 € de pouvoir d'achat en plus. L'efficacité derrière 5 € d'augmentation, c'est 4% dans la poche du salarié. Si vous avez recours à d'autres dispositifs colorés pouvoir d'achat, donc un mix en salaire et par exemple, là on a mis titre restaurant mais en cagnotte, sur ces montants-là, bah, vous voyez que vous boostez votre efficacité jusqu'à vous donner jusqu'à 6% et demi de pouvoir d'achat. Et pourtant, vous donnez déjà 3% en salaire, donc c'est 2%, ils comptent double en termes d'efficacité. Pareil, si vous mettez en place de l'épargne salariale, voilà, avec une fourchette selon si c'est placé ou perçu, mais vous voyez aussi que vous arrivez à augmenter significativement ce que vous allez mettre dans la poche de votre collaborateur. Là encore, à condition que ce soit des vrais euros, donc trouver la bonne solution et faire en sorte que ça matche les attentes de vos collaborateurs. Le dernier cas, bah, c'est le cas de bénéfice quand on s'est créé. Voilà, on s'est créé, on était content, on était plein d'énergie, mais on n'était personne. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 40 talents? Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à attirer les talents? Vous n'avez pas de marque, vous n'avez rien. Vous avez peut-être un beau discours, voilà, beaucoup de convictions, mais vous avez absolument rien. Et donc, il ne faut pas se leurrer. Vous voulez attirer des talents, il faut les payer. Sauf que vous êtes une boîte en création, donc vous avez des économies, vous injectez, mais les fonds ne sont pas non plus illimités. Et donc finalement, ce dernier cas d'usage, c'est comment j'arrive à donner un super package de rémunération à mes collaborateurs, donc à être attractif sur la rémunération, sans y laisser ma chemise. Et donc le cas que vous voyez là, c'est le cas bénéfice, c'est aujourd'hui chez Bénéfice, on essaie de donner des salaires dans le marché, on donne 20% d'intéressement, on donne, ça a évolué, mais on donne beaucoup aussi en cagnotte, donc c'est le bon chiffre, 20 € par jour. Donc vous voyez les montants que ça fait à l'année, sur 216 jours, c'est pas rien. Et par ailleurs, on a une très bonne mutuelle parce qu'on s'est aperçu que les gens chez nous consommaient, donc c'était finalement, ça valait le coup. Ça permet quoi? Ça permet qu'en venant charger énormément en avantages sociaux, qui vont représenter à peu près chez nous 40% du package, et en fait, on est capable de donner. Vous voyez, si vous donniez ce que ça nous coûte, donc sur un budget à 72 000 €, si vous donniez tout en salaire, vous donneriez 50 000 € de fixe, ça coûterait 72 000 €. En fait, nous, on va donner 40 000 € de fixe, tous ces avantages-là, et en fait, ça fait qu'au bout du bout, le salarié, il a un équivalent de package de
65K, entre 60 et 65. Finalement, ce que ça vous montre, c'est que j'arrive à donner 20 à 25% de plus à budget donné, j'arrive à donner 20 à 25% de plus de package. Et puis, c'est pas une obligation de donner 20 à 25%, je peux donner que 15% parce que ça suffit et garder les économies pour moi et me dire, en fait, finalement, j'arrive à faire des propales qui sont aussi avantageuses pour moi. Là, je le vois sous l'angle du pouvoir d'achat, il y a deux vases communicants. C'est la même chose. Il y a ce qu'on appelle l'optimisation des coûts pour des frais généraux pour l'employeur, il y a le pouvoir d'achat. Le juge de paix, c'est où vous mettez le curseur. Mais le levier reste le même. C'est d'être plus efficace, plus malin dans l'utilisation des euros que vous dépensez. Parce que quand vous êtes plus malin, vous faites des économies. Et ces économies, soit vous les gardez pour vous, soit vous les redistribuez à vos collaborateurs, soit au milieu. Et c'est en ça que la stratégie, elle est gagnant-gagnante, en fait, sur ces avantages sociaux. C'est que c'est pas juste un move auprès des collaborateurs. L'employeur peut aussi venir maîtriser cette première charge pour les entreprises, qui est son poste de frais généraux / masse salariale. Merci, Benjamin. Et alors, concrètement, pour 2024, c'est quoi la roadmap? Ouais, grosso modo, en janvier-mars, on est autour des sujets d'augmentation salariale, donc voilà, c'est ça qu'on en a pas mal parlé. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'autour de juin, est-ce que c'est l'effet, il fait plus beau, etc. Mais en tout cas, il y a un temps qui peut être consacré un peu à la qualité de vie au travail, où on voit que nos clients réfléchissent à ces sujets. Et en fait, on rentre très rapidement à partir de la rentrée de septembre dans des sujets basés sur la réglementation, des sujets de mutuelle prévoyance, parce que vous changez vos contrats souvent au 1er janvier. Donc, ça commence à frétiller sur ces sujets. Ensuite, en fin d'année, spécifiquement pour 2024, il y aura un sujet autour du partage de la valeur, puisque les entreprises de 11 à 50 collaborateurs qui font des bénéfices ont une obligation de mettre en place. Donc, c'est un petit peu ça, la flèche du temps, comme dirait notre sélectionneur. Voilà, la flèche du temps sur les avantages sociaux en 2024. Bon, là, il y a des mois précis, mais on est d'accord que c'est un peu... Voilà. C'est adaptable à l'entreprise. En fil rouge, le fait de faire mieux, de donner plus sans dépenser plus, c'est un sujet qui est en fil rouge tout au long de l'année. Ok. Alors, il nous reste encore un petit peu de temps pour prendre quelques questions. Donc, il y a pas mal de questions, donc je vous invite vous pouvez voter si vous le souhaitez sur les questions qui vous intéressent le plus. Voilà. Bon. Il y a Camille Bernard qui demande l'open banking ou la carte multi-avantage, pas uniquement au titre restaurant, c'est quelque chose que vous imaginez pour la suite? L'open banking, on l'a regardé, il y a des acteurs qui le font. Aujourd'hui, l'open banking, si vous le faites sur du titre restaurant, c'est requalifié. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est hyper important, c'est que sur le titre restaurant, sur tous ces dispositifs de titre de paiement, c'est pas le fournisseur qui prend le risque. Donc, il peut vous raconter ce que vous voulez. C'est celui qui achète qui prend le risque, parce que si vous ne prenez pas la bonne solution, quand c'est requalifié au niveau des URSSAF, c'est vous qui devez payer les frais en plus. Et voilà. Et donc, l'open banking aujourd'hui, sur du titre restaurant, ne peut pas être mis en place parce que le titre restaurant est spécifique, il doit être prépayé. Et donc, le législateur considère que quand on fonctionne par open banking, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est j'ouvre mon compte en banque, j'arrive à identifier les dépenses et donc je viens rembourser les transactions. En fait, ça n'a pas été prépayé puisque vous avez payé de votre poche et finalement, le titre restaurant vous rembourse. Donc, c'est en ça que c'est requalifié. Aujourd'hui, la position est très claire. Les acteurs qui font de l'open banking vont certainement changer leur fusil d'épaule. Et sur la carte multi-bénéfices, oui, c'est quelque chose qu'on fait qui sera prête là pour le T2, mais j'insiste, c'est pas la solution à tout. Par exemple, vous avez des prestations de ménage, sauf à passer par un organisme, vous payez pas votre homme ou femme de ménage par CD, vous faites un virement. Donc il y a toujours besoin d'avoir des solutions comme ça qui permettent de votre facture d'électricité peut être payée par prélèvement. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci Camille également pour votre question. On a une question de Nadia sur la mutuelle qui est une obligation contractuelle, sauf dans certains cas spécifiques. Peut-elle être morcelée, ventilée ou requalifiée comme vous le proposez? Ouais, alors il y a deux réponses. Je ne propose pas de la morceler, je dis juste que en fait, on peut proposer une couverture qui parfois est moins élevée. Il y a un minimum conventionnel qu'on respecte. Toutes nos couvertures respectent le minimum de la convention collective de l'entreprise. Par contre, après, vous avez des entreprises qui vont dépenser 200 € par mois sur une couverture qui est très haute avec des salariés de 25 ans de moyenne d'âge. Ce que je dis, c'est que les euros qui sont dépensés là-dedans, je vais les rapprocher du minimum conventionnel pour les déployer plutôt sur des dispositifs de pouvoir d'achat parce que je vois qu'il n'y a pas l'usage. Et après, pour aussi répondre à votre question, il y a des initiatives et on est en train de travailler sur le sujet pour pouvoir
à partir d'une base, donner aux salariés la possibilité individuellement de prendre des options et de choisir un certain niveau d'options chacun. Il y a une forme de flexibilité qui se met en place sur ces sujets. Donc voilà, un peu limité, mais on pourrait faire un webinaire entier sur le sujet. Donc, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Benjamin. Justement, le webinaire touche à sa fin. Il est 11h45. J'ai 2 petites questions pour toi avant qu'on se quitte. La première, c'est le coup de com'. Est-ce que tu as un coup de com' à nous partager? Le coup de com', on va vous envoyer le lien donc, sur notre site, bénéfice.fr. Vous avez une entrée simulateur. Et tout ce que je vous ai expliqué sur les augmentations, vous retrouvez un simulateur où on vous propose, par rapport à un budget d'augmentation que vous êtes prêt à mettre, voilà, une répartition qui n'est pas une répartition tout en salaire, qui n'est pas une répartition tout en avantages sociaux, qui est voilà, un modèle de répartition qu'on considère équilibré, mais simplement pour éveiller les consciences et se rendre compte de l'impact que ça peut avoir à la fois sur vos finances, ces sources d'économie, mais à la fois sur le pouvoir d'achat de vos salariés. Super. Et ton coup de cœur cette fois? Mon coup de cœur, on fait un peu de restauration, donc j'aime bien manger. Donc je vais faire un peu de promo pour un resto qui m'est cher, qui est dans ma rue. Il faut en profiter parce qu'il va bientôt partir à la retraite. Ça s'appelle le Bistrot du Maquis. André Leletti, qui a dépassé l'âge de la retraite et qui est un passionné. Voilà, moi j'aime beaucoup ça, de voir des gens il est là tous les matins, je le vois, et c'est hyper bon. C'est petite analogie à bénéfice. Souvent, moi je dis, on fait du luxe pas cher. Voilà, vous allez chez lui, c'est divinement bon et les prix sont extrêmement, extrêmement raisonnables. Donc je vous invite à tous y aller. En tout cas, pas pour lui parce que c'est toujours plein, mais pour vous parce que c'est vraiment une bonne adresse, un bon tuyau. Comme parfois, on commence à voir des clients se refiler le bénéfice comme un bon tuyau entre frères et sœurs en disant on fait ça. Est-ce que tu peux redonner le nom? Ouais, le bistrot du Maquis, dans le 18e, 69 rue Colincourt, dans le 18e. Super. Voilà. Vous pouvez venir de ma part, il me connaît bien. Voilà. Mais surtout, allez-y pour vous, c'est une super adresse. Pour les Parisiens. Pour les autres, oui. Allez-y quand vous venez à Paris. Oui, voilà. C'est une belle ville. Merci beaucoup, Benjamin, pour ce webinaire. Merci à tous pour votre participation. C'était un plaisir de vous retrouver. Benjamin, j'espère que tu as passé un bon moment. C'était super. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour le 91e webinaire avec Cégide. Je recevrai Flora Brousse, qui est Product Marketing Manager chez Cégide, et ce sera le 14 mars. Merci beaucoup. À bientôt.